Une parenthèse africaine dans ce monde sportif, promis, nous ne serons pas longs. Voici les titres. Un espoir pour les enquêteurs. 20 ans après, la justice française aurait récupéré des prélèvements des têtes des moines de Tibérine. Vous entendrez l'avocat des familles. L'opposition congolaise s'organise et s'unit derrière Étienne Tshisekedi. Elle s'est retrouvée à Bruxelles. Quelles sont ses revendications et la réponse du pouvoir? Nous le verrons. Et puis la RDC se souvient, à l'heure où Mohamed Ali est inhumé, le pays se rappelle du combat du siècle. C'était en 1974 contre George Foreman à Kinshasa. D'abord donc, cette information dans le dossier très sensible des moines de Tibérine. Une juge française, Nathalie Pou, a pu ramener des scellés en France. Ce sont des prélèvements des têtes des moines retrouvés morts en 1996. L'information n'est ni confirmée par Paris ni par Alger. Elle émane d'une source judiciaire recueillie par l'agence France Presse. Écoutez l'avocat des familles des victimes joint par France 24. Les experts français, lorsqu'ils étaient rentrés, ils avaient rendu en juillet 2015 des conclusions provisoires de leur rapport d'expertise, effectuées non pas à partir de l'exploitation des prélèvements, ce qui avait été impossible, mais à partir des constats qu'ils avaient pu opérer lors des opérations d'exhumation. Et ces conclusions, qui étaient au conditionnel, il n'y avait pas de certitude en l'absence d'exploitation des prélèvements, eh bien, permettaient déjà d'esquisser des réponses à des questions qui se posent dans l'enquête, à savoir le fait de savoir si les moines avaient été décapités ante ou post-mortem, et puis aussi de pouvoir dater avec précision la date de la mort des moines, et enfin de pouvoir s'assurer, à partir de prélèvements ADN qui avaient été opérés par les juges français auprès de membres des familles des moines avant leur déplacement, et bien de confirmer que les têtes présentes dans les cercueils à Tibérine étaient bien celles des moines. Où en est la bataille de Sirte en Libye? La ville est tenue par le groupe État islamique depuis un an. Et bien depuis 24 heures, les forces pro-gouvernementales libyennes mènent l'offensive. D'après plusieurs sources, elles auraient réussi à rentrer dans le centre de la ville. Image commentée par Ben Barnier. L'assaut sur la ville de Sirte, bastion libyen de l'organisation État islamique, est lancé. Les forces ralliées au nouveau gouvernement d'union nationale affirment être entrées à l'intérieur de la ville. Nous sommes entrés dans la ville. La bataille s'est transformée en bataille de rue, avec des voitures piégées et des snipers. La bataille se joue au sol, mais également en mer et dans les airs. La marine bloque la façade de cette ville portuaire et des raids aériens visent des positions de l'organisation État islamique. Un mois après le lancement de l'opération pour reprendre Sirte, le Pentagone salue l'avancée des troupes pro-gouvernementales. Nous surveillons la situation très étroitement et nous sommes encouragés par ce que nous voyons. Le gouvernement d'union nationale, comme les forces qui le soutiennent, progressent. Selon l'émissaire de l'ONU, Martin Kobler, des forces spéciales françaises et américaines seraient sur place, ce que dément Paris, qui reconnaît toutefois que la France fait du renseignement. Ce qui compte, c'est que le gouvernement de M. Sarraj, le gouvernement d'entente nationale en Libye, puisse vraiment exercer son autorité pleine et entière. Et il l'a déjà commencé, mais il faut aller plus loin, et c'est à lui de diriger une armée nationale qu'il faut constituer, bien sûr, pour lutter contre Daesh et assurer la sécurité des Libyens. C'est l'affaire des Libyens. Je crois qu'il faut tirer là aussi les leçons du passé. Si on pense qu'on va recommencer 2011, ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas l'option qui est à l'ordre du jour pour la France. Pour le groupe État islamique, perdre Sirte serait un revers majeur au moment où le groupe perd du terrain en Irak et en Syrie. On en vient à cette grande réunion de l'opposition congolaise. Elle s'est réunie près de Bruxelles. Premier renseignement, elle s'unit derrière un homme, l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Deuxième annonce, elle exige le départ du président Kabila à la fin de son mandat. Elle dit accepter le dialogue, mais pas le dialogue proposé par le pouvoir. Écoutez Olivier Kamitatou, membre de l'opposition. Le dialogue de Joseph Kabila, nous disons non, parce que c'est simplement un instrument pour le glissement, se perpétuer, rester au pouvoir éternellement, tandis que la résolution 2277 est très précise. Les actions seront engagées dans le cadre du respect de la Constitution et les délais constitutionnels pour les élections doivent être respectés. Nous sommes en train de sauver un processus et d'empêcher le Congo de dériver vers le chaos. Donc nous sommes maintenant en phase de nous mettre d'accord pour qu'ensemble nous parlions d'une même voix, qu'ensemble nous puissions mobiliser la population face effectivement à un pouvoir qui a décidé de ne pas organiser les élections, de rester et de se perpétuer indéfiniment au pouvoir.
c'est le premier combat. C'est un combat extrêmement important qui appelle que chacun dépasse ses ambitions personnelles et que chacun se consacre à l'intérêt supérieur de la nation. C'est l'appel lancé par Étienne Tshisekedi, c'est l'appel auquel toute l'opposition a favorablement répondu. Négociation suivie de près à Kinshasa. Nous avons interrogé Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. Écoutez-le. Nous avons constaté que dans les conclusions, on a plus parlé d'individus que de la nation. On parle du sort de M. Kabila, on parle du contrôle, de la prise de contrôle de l'opposition par M. Tshisekedi. Bon, espérons que c'est une bonne chose, parce que lui, au moins, il croit au dialogue, alors que les autres n'y croyaient pas. Mais la nation est complètement absente de ces résolutions. La nation a des problèmes spécifiques. Aujourd'hui, ces problèmes sont des élections fiables, des élections apaisées. Nous avons des problèmes de sécurité à l'Est, on tue à Béni par des terroristes. Nous avons des problèmes de développement autocentré avec cette chute vertigineuse des prix des cours de nos matières premières et pas un mot. Propos recueillis par Thomas Nicolon. Notez aussi que la majorité présidentielle rejette toutes les conclusions de la réunion de Bruxelles. Elle dénonce un coup d'État en gestation. Les opposants burundais en exil aussi se sont retrouvés ce vendredi. Ça s'est passé en Belgique également. La Senared, c'est le nom de cette plateforme d'opposants, a rencontré Benjamin Kappa. C'est l'ancien président tanzanien. C'est surtout le médiateur de la crise burundaise. L'enjeu est de taille car le pouvoir de Bujumbura refuse de s'asseoir à la même table qu'eux. Les conclusions doivent être présentées dans le week-end. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, de la prison pour 2 journalistes du journal L'Aube au Gabon. Ils ont été condamnés pour outrage au président. La justice leur reproche une une satirique dans laquelle ils accusent Ali Bongo d'avoir porté malheur à l'équipe nationale de foot lors de la CAN et ils ont écopé de 6 mois ferme. En Ouganda, l'armée annonce l'arrestation de 30 personnes, parmi elles un député de l'opposition et des militaires interpellés pour complot contre le gouvernement. Les autorités les accusent d'être liés à un groupe rebelle et de vouloir mener une rébellion armée contre le président Museveni au pouvoir depuis 30 ans. Vague d'arrestations aussi au Zimbabwe. Depuis jeudi, la police a interpellé 15 personnes, dont un journaliste et le frère d'un militant des droits de l'homme disparu. Arrestation en marge d'un rassemblement anti-Mugabe. Le président, âgé de 92 ans, est en poste depuis 1980. L'adieu à Mohamed Ali, le champion de boxe, s'est éteint le week-end dernier. Il est inhumé ce vendredi dans sa ville natale aux États-Unis, à Louisville. Des funérailles auxquelles se sont joints des milliers de fans, des anonymes, des plus connus aussi, dont Bill Clinton et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Mohamed Ali qui avait offert aux Africains un combat devenu culte le 30 octobre 1974. Il affronte en RDC George Foreman. 40 ans après, Kinshasa s'en souvient encore. Voyez ce reportage signé Thomas Nicolon. Déjà plus de 40 ans que Mohamed Ali a pénétré dans ce stade pour livrer le combat du siècle. Les témoins de cet événement unique se souviennent de tous les détails. Lorsqu'Ali dansait sur les rings, alors il était vraiment soutenu. Tous les stades bougeaient. Ali Boumier, par-ci, par-là. Donc c'était terrible. Hein? Et quand ils ont repris le 8e round, pas même une minute, Ali, avec un crochet, des coups droits, le Foreman est tombé sur les tapis. Alors la fête commence à ce moment-là. Le passage de Mohamed Ali au Zaïre aura été bref, mais la trace laissée par le boxeur est indélébile. Le boxe s'est implanté massivement dans notre pays grâce à ce combat-là, à ce combat du siècle. La boxe continue de faire des adeptes à Kinshasa. À l'entrée du stade Tata Raphaël, le boxing club, la tête haute de Mohamed Ali, compte de très jeunes licenciés, tous inspirés par le natif de Louisville. Tous les boxeurs, ils ont mal au cœur parce qu'ils ont perdu Mohamed Ali. Je voulais devenir comme Mohamed Ali. Le 3 juin dernier, Mohamed Ali a laissé derrière lui de nombreux orphelins en RDC. Mais personne n'oubliera jamais ce 30 octobre 1974. Les cris de Ali Boumaye n'ont pas fini de résonner dans tout Kinshasa.
C'est tout pour ce soir, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Un mot du premier match de cet Euro 2016. La France vient de battre la Roumanie 2-1 en ouverture de la compétition. On y revient avec Cyril Vanier dans un instant.